va poursuivre avec une deuxième table ronde où on va partir de l'exemple laitier et on va essayer de voir comment les acteurs participent à la construction du territoire, à la construction du produit, pardon. Et on va avoir plusieurs grilles de lecture. On va commencer avec Benoît Gavel. Benoît Gavel est producteur laitier. Il a aussi des responsabilités dans la filière, des responsabilités à la FNPEL, mais aussi dans les guides de bonnes pratiques. Et il nous en dira quelques mots. Donc on va avoir une vision un peu générale de ce qu'est être un producteur laitier aujourd'hui en France. Puis on va poursuivre avec des réflexions ancrées dans les territoires. Une première avec Franck Delmas, qui va nous parler d'une expérience de producteurs laitiers qui ont glissé vers l'aval en transformant une partie de leur production en yaourt. Et comment on vit ça, quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés, quels en sont les bénéfices également. Puis on poursuivra avec une autre expérience qui n'est pas très loin d'ici, même si elle n'est pas dans le Limousin, qui est l'expérience de la coopérative Jeunes Montagnes, une expérience qui aujourd'hui est reconnue comme exemplaire. Exemplaire parce que à la fois on a un glissement vers l'aval, mais en même temps on a toute une série d'acteurs qui autour de l'Aguiole vont participer à cette réussite, à l'image forte de l'Aguiole, à la fois la famille Brasse, à la fois la transformation des couteaux de l'Aguiole, et on a une dynamique ici territoriale extrêmement puissante, et bien sûr, à la fois la coopérative Jeunes Montagnes en est un des acteurs et en est un des bénéficiaires. Et puis on terminera notre grille de lecture avec le regard, les attentes, les inquiétudes des consommateurs, sous le regard de Véronique Pardo, qui représente le CNIEL ici, et qui accompagne la lecture de ces évolutions des attentes avec une série d'observatoires, de recherches, à la fois sur les inquiétudes des consommateurs, toutes catégories alimentaires confondues, mais elle nous fera une focale sur la question du lait, et on va voir que ces attentes sont larges, multiples. On va démarrer tout de suite avec Benoît Gavel. Bonjour à tous. Donc Benoît Gavel, donc oui, moi je suis producteur de lait en Normandie, donc dans le département de l'Eure, sur une exploitation familiale, donc avec mes parents et des salariés. Donc je suis également, en fait, je me suis installé après une expérience de 10 ans en banque. Donc au désespoir de mes parents qui ne savaient pas si j'allais revenir sur la ferme au départ. Je pense que 6 mois avant, je ne savais pas non plus. Mais ça m'a permis d'avoir une autre vision sur la façon de vivre mon métier de producteur de lait. Et je pense qu'on a beaucoup parlé d'attractivité et davantage de la robotisation, de l'innovation sur comment on envisage le métier et comment ça permet d'attirer des jeunes. Mais il y a aussi toute une réflexion sur quelle qualité de vie au travail on a. Ça a été évoqué sur le temps de travail. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, en élevage laitier, c'est à peu près 56 heures par semaine, qui a été dans les différentes études qu'on peut avoir. Quand la société parle des 35, voire certains même un peu moins, je pense que si on veut attirer des jeunes, il faut qu'il y ait plus ce décalage entre la société, qui a ses exigences sur les produits qu'on lui fournit, mais on doit être dans la société, on doit avoir le même niveau de vie, donc ça c'est aussi les parties économiques dont je pourrais revenir après, mais en termes de qualité de vie et de temps de travail, on doit pouvoir avoir les mêmes conditions d'exercice que nos concitoyens. Sur la production laitière, ça veut dire qu'il faut pouvoir organiser le travail. Je vous l'apprends pas, c'est 7 jours sur 7, 365 jours par an. Je n'ai pas de traite robotisée, donc c'est 2 traites par jour. Mais pour pouvoir bien vivre son métier, je pense qu'il faut aussi pouvoir avoir des moments de pause
comme tout le monde, pouvoir avoir des week-ends de temps en temps, pouvoir partir en vacances en famille. Et je pense que c'est une des clés de l'attractivité de demain, c'est-à-dire que, alors l'agriculture, c'est pour moi le plus beau métier du monde, mais ça doit rester aussi une activité professionnelle comme les autres, et donc on doit pouvoir concilier vie professionnelle et vie privée. Et je pense qu'aujourd'hui, alors c'est très mêlé, hein, c'est aussi une façon de vivre d'être agriculteur. Et ça, il ne faut pas l'enlever. Mais on a besoin d'avoir absolument cet équilibre qui puisse se faire. Alors en prenant des responsabilités et en étant absent régulièrement de ma ferme, ça a encore plus d'importance parce qu'il faut pouvoir garder les pieds sur terre et rester maître chez soi. Et je vous assure, c'est pas forcément évident tous les jours, mais c'est hyper important de construire cette organisation parce que, enfin, pour le vivre et pour avoir vécu une autre vie professionnelle avant, je retournerai pas en banque. Donc voilà, c'était pour amener un petit peu de positivité sur comment être producteur de lait aujourd'hui. Donc être producteur de lait aujourd'hui, c'est, je vous le disais, répondre aussi aux attentes de la société, à la vision que la société a. Et finalement, quand on a parlé de toutes les évolutions technologiques qu'on pouvait avoir, je pense que la société n'a pas du tout cette image-là de l'agriculture. Et c'est bien dommage parce que je pense que c'est un des secteurs qui a le plus évolué sur les 10, 20, 30, 40 dernières années. Enfin, quand on revoit les images du début du siècle et de ce qu'est l'agriculture aujourd'hui, je pense que s'il y a un secteur qui a vraiment évolué, voilà. Ce qui est malheureux, c'est que l'image du métier n'a pas évolué de la même façon. Producteur de lait aussi, c'est hyper important pour l'ensemble des territoires. Aujourd'hui, en France, c'est à peu près 23 milliards de litres de lait qui sont produits chaque année par un peu plus de 40 000 exploitations agricoles qui sont malheureusement en baisse, mais on a à la fois ces questions de temps de travail et de réalité économique. Parce que aussi pour organiser le temps de travail, enfin travailler 56 heures ou 35 heures, il faut pouvoir être rémunéré à la juste valeur horaire et pas cumuler des heures en plus pour avoir un revenu cohérent. Donc c'est ces deux explications qui tendent à baisser et on voit bien qu'au bout d'un moment, on ne pourra pas augmenter la productivité indéfiniment pour maintenir le revenu et donc on a d'autres sources de valorisation à aller chercher et je pense qu'aujourd'hui sur le territoire, il y a des choses qui se passent sur l'ensemble des territoires parce qu'on produit du lait partout en France et dans des zones rurales et avec des acteurs, des transformateurs, coopératives ou privés, qui transforment le lait et sur les territoires. Il n'y a pas de grandes usines laitières dans les métropoles, elles sont bien situées dans l'ensemble des territoires et ça fait vivre les territoires ruraux, ça fait vivre les économies locales. Après, sur la vision de la société, on a sur la partie bien-être animal, mais je ne sais pas, peut-être que j'y reviendrai dans une deuxième partie quand Véronique aura évoqué ces sujets-là. Peut-être deux mots quand même, parce que le prix du lait a augmenté de 14% ces derniers temps, mais l'énergie, mais l'alimentation. Oui. Je disais donc, le prix du lait a augmenté et c'est intéressant pour les agriculteurs, mais en même temps, l'énergie a augmenté passablement. D'autres sources, comme l'alimentation, ont augmenté. Comment vous vous retrouvez entre ce jeu de contraintes? On s'adapte. Après, le prix payé, oui, a augmenté un peu plus de 20%. Ce qu'il faut mieux ce que vous disiez. Malheureusement, les charges ont évolué à peu près de la même. Enfin, on a vécu à peu près la même inflation sur les 2-3 dernières années. Aujourd'hui, on va pas dire le contraire. On a quand même un prix du lait qui est cohérent par rapport aux charges et qui permet de dégager un revenu, ce qui n'a pas été forcément le cas sur les 20 et 30 années précédentes. Après, et là c'est aussi mon rôle de syndicaliste, mais c'est jamais suffisant. Mais là où je vais argumenter mes propos pour le fait que ce ne soit pas suffisant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, pendant 20-30 années, il y a eu des évolutions de marquées, mais il y a certains investissements pour le futur qui ont besoin d'être réalisés, à la fois pour aménager les bâtiments, pour la qualité de vie au travail, parce que l'attractivité, il y a à la fois comment
on attire, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce que le métier est attirant, mais aussi comment est-ce qu'on l'exerce. Donc on a besoin d'investir. La robotique, ça coûte cher. Les bâtiments, ça coûte aussi cher. Et donc on a besoin d'avoir ce prix du lait qui permette de financer ces investissements pour demain produire du lait. Aujourd'hui, avec des bâtiments amortis, on peut très bien gagner sa vie. Par contre, demain, ce ne sont pas les agriculteurs et les éleveurs qui ont des bâtiments complètement amortis qui produiront du lait demain. Ceux qui produiront du lait demain, c'est ceux qui continuent à investir. Parce que dans toute activité économique, à partir du moment où on arrête d'investir, ben on sait qu'on donne une date de fin à la production. Et donc c'est pour ça que c'est quand même important que le prix du lait continue et prenne en compte, en fait, peu importe la valeur absolue qu'on lui donne. Ce qu'il faut, c'est que ce prix du lait puisse permettre de financer le quotidien sur l'exploitation, de financer les investissements nécessaires à produire demain, à la transition agro-environnementale, etc., et à envisager un revenu décent et cohérent par rapport à l'ensemble de la société. Merci. Nous aurons l'occasion de revenir un peu sur un certain nombre d'éléments. On va passer à Franck Delmas. Franck Delmas avec une expérience corrézienne. Bonjour, Franck Delmas, donc installé en GAEC à Ussac. Donc on est 3 associés, hors cadre familial, hors milieu agricole. On a 160 hectares et depuis 2017, on fait de la transformation. On transforme environ 1/5 du lait, soit 130 000 litres. Les 4/5 restants sont livrés à la coopérative. On a 5 salariés pour ce qui est de la transformation et on transforme en yaourt, en produits frais laitiers. On transforme environ 800 000 pots de yaourt qu'on livre sur le secteur de la Corrèze et départements limitrophes. Les 3/4 de la production sont livrés en grande surface, épicerie, et le quart restant dans les collectivités RHD, pardon. F ou D, c'est pareil. Ouais. Le F est foyer et le D domicile. Donc, on a démarré la transformation donc en 2017 et on a mûri le projet en 2015-2016 car on sentait la filière laitière un peu tendue, sachant que le prix du lait est remonté il y a 2 ans. Voilà. Expliquez-nous un petit peu cette décision. Comment elle s'est prise? Comment elle a mûri? À l'époque, on était 2 associés hors cadre et on sentait que soit on allait arrêter le lait parce que c'était pas rémunérateur, soit il fallait faire quelque chose. Ma femme voulait changer de métier et elle a proposé de transformer le lait. Voilà. Donc c'est votre femme qui a décidé? C'est pas ma femme qui a décidé, mais c'est elle qui nous a aidés à changer de braquet, quoi. Et alors, l'alternative, c'était quoi si on n'avait pas fait du yaourt? Sûrement qu'on aurait arrêté le lait. Et donc, on avait un troupeau allaitant et peut-être développer un peu plus le troupeau allaitant en termes de temps de travail. Voilà. C'est moins contraignant, un petit peu moins contraignant. Allaitant pour faire du veau? Pour faire du broutard. Faire du broutard. Donc de la viande. De la viande. Parfait, merci, on va vous retrouver. Oui. On va passer à la coopérative Jeunes Montagnes. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Yves Suyol, depuis bientôt 8 ans je suis directeur général de la coopérative Jeunes Montagnes. Je ne savais pas trop ce qu'on allait me demander aujourd'hui et je ne savais pas trop à qui je devais m'adresser. Donc vous voyant, je vois qu'il y a pas mal de jeunes, j'essaierai de dévier mes propos en fin de présentation. Ce qu'on m'a demandé, c'est de vous présenter l'historique, donc si on veut bien appuyer sur le petit bouton, voilà, l'autre encore après, s'il vous plaît, et encore un petit peu plus après, parce qu'on va gagner du temps. Voilà l'histoire.
Cette coopérative, elle s'est créée en 1960. 1960, c'est le début de la PAC. Et en gros, les grandes orientations de la PAC, qui n'ont pas été dévoilées comme ça à l'époque, mais qui étaient de produire plus d'alimentation afin que cette alimentation soit moins chère aux consommateurs et afin que le consommateur puisse consacrer son argent à l'achat de produits nouveaux, de produits industriels, au détriment de l'alimentation. Quand on est sur l'Aubrac, c'est un plateau à 1000 mètres d'altitude, qui n'est pas très grand, qui est bordé par le Lot au sud et la Truyère au nord. Eh bien, le créateur de cette coopérative, il s'appelle André Valadier, s'est dit, chez nous, ça, c'est pas possible. Donc, il faut qu'on fasse un choix. Et ça, c'est la première chose. Quand vous faites un choix, essayez de le tenir. Ne changez pas le lendemain, parce qu'il y a eu un coup de pluie. On ne sait jamais, il peut faire beau le surlendemain. Et donc, le choix qu'ils ont fait, c'est de dire, voilà, nous, on a un produit qui s'appelle le Layol, qui est un fromage particulier, au lait cru, et soit on valorise ce produit, soit on est perdu, parce qu'on n'arrivera jamais à faire des troupeaux avec des vaches qui produisent un silage de maïs, surtout de soja. On ne peut même pas produire le maïs chez nous. Donc, il faut qu'on arrive à travailler sur ce produit. Pour travailler sur ce produit, ils se sont mis des entraves. Ils ont pris... ils ont créé une AOP, à l'époque c'était une AOC, l'AOP et l'AIOL, et ils ont eu surtout un cahier des charges très exigeant. Tout ça pour dire que à choisir cette branche, il faut la choisir avec ses avantages et ses inconvénients. Ça a été très compliqué au début, et au fur et à mesure de son histoire, cette coopérative et les gens qui l'ont pilotée ont eu aussi un peu de chance. À un moment donné, ils avaient trop de lait, trop de fromage. Et donc, il fallait payer plus cher parce que le cahier des charges était plus compliqué et on n'arrivait pas à le vendre. Et ils ont eu un peu de chance, ils ont croisé quelqu'un qui était venu faire un aligot, parce que quand il y avait trop de tomes, on faisait de l'aligot avec, et qui leur a dit, vous devriez essayer de surgeler cet aligot. Il s'avère que cette personne, c'était ni plus ni moins que le PDG des entreprises de Picard. Et donc, ils ont, à ce moment-là, bien fait de l'aligot. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Michel Brasse. Avec l'aide de Michel Brasse, ils ont mis au point un aligot qui pouvait se surgeler et qui a été vendu. On a progressé, et en progressant, les producteurs, c'est normal, ont voulu produire plus de lait. Produire plus de lait, il faut l'écouler. Et donc, quelques années plus tard, dans les années 2000, eh bien, on a dit, si on sait faire de l'aligot surgelé, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas faire de l'aligot eh bien, en barquette et le vendre donc pour le particulier. Et là aussi, la progression a avancé. Donc, ces dernières années, moi, quand je suis arrivé en 2018, il y avait deux coopératives, celle de l'Aïol et celle de Terrandel, qui maintenant sont fusionnées. Je veux aller assez vite parce que les historiques, c'est parfois un peu chiant quand même. Et donc, les deux coopératives ont fusionné et le litrage était trop élevé là aussi pour consommer la totalité. Il faut vous dire qu'on paye, à l'époque, on payait le lait 600 € les 1000 litres quand le marché européen était à 325-330. Ça veut dire que tous les litres qui n'étaient pas transformés, ils étaient vendus. Et quand ils étaient vendus au prix européen. Donc c'est assez facile de comprendre la perte qui pouvait en sortir. Donc on a fortement développé les volumes. On a construit des outils. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, et c'est très juste, c'est vous. Quand on arrête d'investir, l'entreprise ne tardera pas à s'arrêter, et c'est vrai. Donc on a construit une nouvelle usine. Aujourd'hui, on développe un chiffre d'affaires d'à peu près 40 millions d'euros. On a 200 salariés. Il y a 90 producteurs, 90 points de collecte qui représentent à peu près 140 salariés. Et tout ça vit sur le plateau de l'Aubrac. Alors, si je les interroge, ils me disent qu'ils ne vivent pas assez bien, mais moi je peux vous dire qu'ils vivent plutôt bien. Ça, c'est le bon côté des choses. Ça, c'est le bon côté des choses. C'est ce qu'on m'a demandé au départ. Hein. J'ai suivi avec... voilà. Ensuite, c'est un schéma qui ne peut exister que sur un territoire aussi petit. C'est-à-dire qu'il faut fédérer tout le monde pour faire ça. Quand vous dites à quelqu'un il faut changer toutes les races de tous les élevages, il faut fédérer tout le monde. Quand vous dites à quelqu'un il ne faut pas produire plus de 6000 par vache parce que sinon on n'est pas dans une production qui correspond au cahier des charges, il faut fédérer. Donc, ce que je vous présente là, et donc je suis fier et dont les créateurs sont fiers,
ça peut se faire qu'à condition d'être sur un périmètre qu'on maîtrise. Il faut fédérer tout le monde, on ne fera pas ça. Moi, j'ai travaillé dans un très grand groupe coopératif avant de travailler là, n'est-ce pas pardon. J'ai travaillé à Sodial et j'ai fait du bon boulot pour les producteurs de sodia, n'est-ce pas? Voilà. Et si vous voulez, ce que je veux vous dire tout simplement, c'est que on a beaucoup crié sur tel ou tel outil en disant Lactalis, mon voisin m'en parlait tout à l'heure, en disant ce sont des grands groupes. Attendez, le travail qui a été fait par ces multinationales sur l'ensemble d'un territoire, sur l'ensemble parfois d'un continent, ça n'est pas à comparer à ce que je viens de vous présenter. Moi, ce que je viens de vous présenter, c'est quelque chose qui est à la taille d'un territoire qui peut se gouverner et se fédérer, et c'est quelque chose qui s'appuie sur des cahiers des charges, et donc qui vise une population de consommateurs qu'on appelle le CSP+. On n'a pas eu l'ambition, avec le Layol, de concurrencer les mentales français ou le cheddar. Vous voyez, il faut, quand on fait un choix, savoir pour qui on le fait, vers quoi on veut aller. Vouloir aller dans tous les sens, c'est la meilleure façon de se planter. Donc, c'est comme ça, si vous voulez, que je pense on a un peu réussi. Ce que je voulais vous dire à l'inverse, c'est que tout ça est très, très fragile. Très fragile. Aujourd'hui, en agroalimentaire, les scientifiques qui en parlaient tout à l'heure, qui de façon admirative, actuellement, travaillent plus à accentuer les contraintes qu'à nous aider à les régler. Et quand je vous dis que c'est très fragile, quand vous travaillez le lait cru aujourd'hui, quand vous entendez le ministre de l'Agriculture vous dire le lait cru c'est super, c'est l'avenir, c'est le même ministre de l'Agriculture qui est incapable de se débrouiller pour trouver un protocole sur la gestion des steaks. Vous voyez, et tout ça c'est fragile. Quand je vous dis que eh bien, le fromage Layol qu'on essaie de vendre sorti d'usine, allez, je vais vous annoncer les prix, 14-15 €, ce qui veut dire qu'il se retrouve chez le consommateur à 24, 25 jusqu'à 30 €. Eh bien, c'est un fromage qui est hyper concurrencé, et aujourd'hui, il est concurrencé par les entreprises que je viens de citer, qui font leur boulot. Notre usine, nous, elle fait 700 tonnes. L'usine d'Emmental de Carré, chez Sodial, elle fait 45 000 tonnes. Donc, vous voyez, il y a certes une réussite, mais il y a une fragilité. Et pour combattre cette fragilité, il faut rester droit dans ses bottes. Il faut avoir fait un choix. Il faut se tenir à ce choix et se positionner sur son marché. Vouloir être sur un marché qui ne nous correspond pas, c'est la meilleure façon de se casser la gueule. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors juste avant de finir, je ne sais pas si on a le timing, ça va. Je suis super content de voir des jeunes et je voulais vous dire que vous avez choisi avec l'agriculture et l'agroalimentaire. Je vais vous parler de l'agroalimentaire, c'est mon domaine. Vous avez choisi une super filière. Vous avez choisi une filière, comme ça a été dit, qui se développe dans tout le territoire. Allez, je vous donne un exemple. Chez moi, un fromager, il se lève de très bonne heure le matin. Et il travaille un dimanche sur 2. Mais à 14 h, il est chez lui. Et aujourd'hui, un bon fromager, il touche plus de 3 000 € par mois net. Vous pouvez essayer de faire une formation de designer ou de sérigraphe ou de publicitaire, vous aurez du mal à atteindre ces niveaux-là. Chez moi, aujourd'hui, mon directeur d'usine, il a 34 ans. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agro. Et aujourd'hui, en l'espace de 5-6 ans, il a progressé. Ce qui veut dire que l'agroalimentaire, c'est hyper moderne et c'est hyper porteur. Là, je m'adresse aux jeunes. Donc, pour vous encourager, je voudrais aussi m'adresser aux parents de ces jeunes qui pensent que c'est une filière en déperdition. Je peux vous dire qu'avec la pyramide des âges qu'il y a dans l'agroalimentaire, les gens qui auront envie de bosser, ce sont des boulots de bosseurs, hein, les gens qui auront envie de bosser, les gens qui auront envie de qualité, les gens qui auront envie de sens, parce que, mine de rien, donner de l'alimentation à ses congénères, c'est plutôt porteur de sens. Eh bien, ils vont pouvoir s'épanouir dans l'agroalimentaire. Voilà, excusez-moi, j'ai profité de... Faire, hein. Merci beaucoup. Daniel Couder veut intervenir. Et j'ajouterai pour compléter. Vous avez assez de voix.
Et je rajouterais, pour compléter ce que vient de dire le directeur, c'est qu'il vous parle de 3 000 euros. Moi, je dirais qu'à 800 euros tonne, s'ils peuvent acheter le lait à ce prix-là, vous aurez aussi le Porsche Cayenne, en restant du côté de la production. Je pense qu'il y a une petite pique là. Non, pas vraiment? Bon, donc, je vous propose de passer la parole à Véronique Pardo pour ce premier élément du tour de table. Donc Véronique, oui. Le regard des consommateurs sur la filière, sur les produits. En fait, déjà, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. En fait, ça tombe très très bien. Quand vous avez dit, alors je crois que ça résonne, quand vous avez dit que vous vous adressiez à des jeunes, mais surtout à leurs parents, en fait, ça me fait un lien tout trouvé parce que quand tout à l'heure Jean-Pierre a présenté ce que j'allais vous montrer, alors moi je suis au CNIEL, qui est l'interprofession laitière, je travaille au pôle prospectif du CNIEL et dans ce cadre-là, en fait, ma mission, c'est finalement de connaître, de mesurer, d'anticiper ce qu'on appelle, et que j'aime pas appeler comme ça, mais les attentes sociétales. Quand on dit sociétal, on dit société. Les éleveurs et les agriculteurs font partie de la société. Et tout à l'heure, quand vous avez dit, je m'adresse aussi à ces parents de ces jeunes, c'est qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, et c'est très intéressant parce que ça se répercute aussi dans les études que je vais vous montrer, c'est qu'on n'a plus du tout, comme il y avait dans les années 40, 50, jusqu'à aller 60, on l'a vu la rupture à un moment, 60, 70, une vraie rupture entre des mondes, entre un monde rural, des mondes urbains, entre des générations extrêmement clivées, etc. Aujourd'hui, quand on est éleveur, quand on est agriculteur, on a les mêmes envies, les mêmes besoins que quand on est un jeune urbain, designer, graphiste, etc. Tout à l'heure, Benoît Gavel disait on veut aujourd'hui avoir la même qualité de vie, on veut un temps de travail équivalent, etc. Et pourquoi c'est important de le souligner? C'est que il y a 15 ans, quand on présentait des études sur la vie de la société, sur le monde agricole, sur le monde agroalimentaire, on pouvait utiliser des grilles d'analyse sociologiques, sociographiques, etc., où on voyait une vraie différence en fait entre le positionnement de population rurale et de population urbaine. Aujourd'hui, ça, c'est plus vrai. C'est beaucoup plus mêlé. Aujourd'hui, en fait, les lignes de fracture, elles passent ailleurs. C'est-à-dire, notamment, tout à l'heure, vous parliez des CSP+, c'est-à-dire les lignes de fracture, elles passent plus au niveau des niveaux de revenus, mais des niveaux culturels aussi, etc. Donc c'est important pour les études, je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui, mais c'est important de dire qu'en fait, il n'y a pas deux mondes. Et quand on parle des attentes de la société, vous en faites partie aussi. Et là, ce que je vais aller surtout sur deux études. Ah oui, celle-là, super. Alors, surtout, ne vous inquiétez pas, il y a plein de chiffres, ne les regardez pas, c'est pas ça qui est important, même si je vous en mets plein au tableau. En fait, dans le cadre, donc au CNIEL, on a un baromètre d'image de la filière laitière. Et ce baromètre d'image, il a une histoire qui est moins longue que celle de la coopérative Jeunes Montagnes, mais il a été initié en 2010 parce qu'à ce moment-là, la filière laitière, en fait, avait deux gros problèmes. C'est qu'elle voyait qu'elle avait un capital d'image qui baissait, qui avait vraiment baissé. C'est-à-dire, pendant longtemps, le lait, ça allait de soi. La filière laitière avait une très, très, très bonne assise d'image, qu'elle a toujours, et c'est ce que je vais vous montrer. Mais bien évidemment, quand on a tout, en fait, quand on baisse un peu, on s'inquiète. Et puis surtout, il y avait quelque chose au niveau alimentaire qui, à l'époque, a beaucoup fait réfléchir. On a beaucoup réfléchi au sein du comité scientifique de l'OCHA, dont fait partie Jean-Pierre Poulain, qui était cette question de mouvements anti-lait, puis après qui se sont modifiés, anti-viande, anti-élevage, etc. Et nous, on s'est dit, ce qu'il nous faudrait, c'est un outil de mesure stable. Alors là, on est sur du quantitatif, mais on travaille sur plein de sujets de recherche, aussi bien en quali qu'en quanti. Et cet outil de mesure stable, c'est ça, c'est un baromètre image de la filière. On interroge un échantillon représentatif très large de la population française, puisqu'on a plus de 2000 personnes dans cet échantillon. Et ce qui est intéressant, c'est que, attention, on interroge tout le monde, la population générale, c'est-à-dire on n'est pas sur des niches, on n'est pas sur des populations de militants, on n'est pas sur des populations ciblées. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler d'agribashing, vous allez voir qu'avec des données qui touchent la population générale, on n'est pas du tout dans cet agribashing-là. On est à 10 000 de ça.
Et là, ce que je vais vous montrer, c'est juste il y aura peut-être 3 chiffres juste à retenir. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans ce baromètre, ce qui nous intéressait, c'était d'interroger sur la confiance, en fait, que les Français accordaient aux éleveurs laitiers. Alors, c'est très simple, je vous explique le bleu et le rouge. En fait, on leur demande de noter cette confiance, de donner une note entre 0 et 10. On a classé comme note, c'est un choix ça, comme note négative les notes inférieures à 6 et supérieures à 6, donc à partir de 7, on considérait que c'était des notes positives. Et bien sûr, quand on commence ce baromètre, on est dans une période 2010-2015 où il y a énormément de discussions, de mouvements, d'associations, etc., qui vont faire entendre un discours qui est assez négatif sur les filières d'élevage, mais pas que, il y a tout un ensemble de choses au niveau alimentaire, etc. Et ces points positifs baissent. Mais depuis 2 ans, alors à partir de 2016-2017, on était à des niveaux extrêmement, à nouveau, on a retrouvé une stabilité. Et depuis 2 ans, alors attention, contexte particulier, on en a parlé tout à l'heure, aujourd'hui, globalement, la population française est très inquiète de la situation internationale, de la situation politique, le conflit ukrainien, enfin, il y a des raisons de s'inquiéter réelles là. Donc en fait, c'est vrai qu'on voit, et on le voit aussi dans l'autre étude dont tu fais partie, Jean-Pierre, les inquiétudes sur le monde alimentaire, agroalimentaire et agricole sont en baisse. Elles sont aussi conjoncturellement en baisse, ces inquiétudes ou ces points négatifs, parce que les gens ont d'autres sujets d'anxiété, on va dire. Mais en attendant, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui porte la filière laitière aujourd'hui? C'est ça qui est intéressant dans ce baromètre. Ce qui porte la filière laitière aujourd'hui, c'est 3 choses. La confiance que les Français accordent aux éleveurs laitiers. Et là, je suis vraiment dans l'amont, je suis dans les hommes, la confiance qu'ils accordent aux hommes. Et elle est extrêmement importante. Et ça va de pair aussi avec ces dernières années, des items qu'on n'avait pas vu monter en spontané sur des demandes de la société sur la rémunération des agriculteurs, etc. C'était des sujets qui n'apparaissaient pas il y a 15 ans. Aujourd'hui, une société plus globale et non agricole s'intéresse à ces sujets-là. Donc la confiance accordée aux éleveurs laitiers, c'est extrêmement intéressant. Là, vous avez les données 2024, mais je viens de recevoir, en fait, et de travailler, parce que ces données, avant de vous les fournir, on les analyse, on les travaille. Et je viens tout juste de finir de travailler sur les données 2025. Je ne pouvais pas présenter aujourd'hui, mais je les ai en tête et je peux vous dire que ça a encore augmenté sur la confiance accordée aux éleveurs laitiers. Et on avait 83% en 2024 et on a aujourd'hui 86% des Français interrogés qui donnent une note supérieure à 7. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Autre point, l'importance des produits laitiers dans l'alimentation. Alors ça, on est dans un autre contexte, mais je vous disais, c'est ces 3 points sur lesquels je vais aller, et puis je vais vous montrer des points plus négatifs pour que vous compreniez où ça se joue. L'importance des produits laitiers dans l'alimentation, bien évidemment, grosse évolution aussi. On ne mangeait pas la même chose dans les années 60-70. Et donc, dans les années 2000, cette importance ou cette essentialité des produits laitiers, elle a baissé parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres produits qui sont apparus, il y a d'autres façons de manger. N'empêche qu'on a 78% des Français aujourd'hui qui donnent une note supérieure à 7 à cette importance des produits laitiers. Ça veut dire qu'il y a une attente alimentaire sur ce sujet-là. Et même si celle-ci décline un petit peu, on garde en fait, sur le plan de la filière, c'est un pilier important. Et enfin, ce 3e pilier important et noté positivement, c'est la qualité du lait de consommation. Globalement, on est dans les mêmes chiffres, 78% en 2024, on est autour de, c'est l'épaisseur du trait, 79-80 en 2025. On a une grande majorité de Français qui notent positivement ces items-là. Et ce qui est intéressant, parce que notre objet, c'est certes de regarder ce que pense la société, mais c'est aussi de comprendre et d'avoir des réponses. Les points notés le plus négativement, et ici il y a des éleveurs transformateurs, donc c'est intéressant, mais là ça s'adresse plus à des unités de transformation plus grandes, on s'aperçoit qu'en fait, l'item le moins bien noté, en fait, c'est celui de la confiance que les citoyens, les Français, vous les appelez comme vous voulez, accordent aux entreprises qui fabriquent les produits laitiers. Comme en fait, on est actuellement, il y a pas mal de discussions autour des questions de transformation, d'ultra-transformation, on avait volontairement, déjà, à l'époque, pris des précautions qu'on a réitérées. On ne parle pas de transformation laitière déjà, parce que
les Français, les citoyens, les consommateurs lambda, transformation laitière, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, les entreprises qui fabriquent les produits laitiers, c'est concret, on sait ce qu'on fait. Et donc, on s'aperçoit que c'est, même si ça reste, on va dire la balance reste positive, on s'aperçoit que finalement, c'est l'item le moins bien noté. Et ça, c'est intéressant, on peut avancer. C'est intéressant parce qu'on a cet aspect-là, on a même l'aspect du respect de l'environnement a moins baissé que ce que l'on pouvait imaginer. Et on a aussi un autre aspect sur lequel je voudrais revenir, c'est l'impact de la présence des vaches sur l'environnement. On peut avancer. Là, j'en suis. Voilà. Donc, en fait, je trouve intéressant de regarder ça parce que les raisons de la méfiance, c'est un peu fort. Mais on a 55% en fait de Français qui donnent une note supérieure à 7, mais on en a quand même 45%, ça fait quand même effectivement presque la moitié, qui donnent des notes négatives. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi. Parce que se gausser de superbes résultats, c'est super, c'est ce qui assied une filière, mais c'est intéressant de voir où se posent les questions pour demain. Et quand on est sur les questions sur l'industrie de transformation laitière, où se posent en fait les critiques, elles se posent essentiellement sur la crainte du manque de naturel, la question des additifs, la question de la taille des entreprises. En fait, on a aussi quelque chose qui est assez français, mais pas que, qui est que ce qui est petit inspire plus confiance que ce qui est gros. Et paradoxalement, on a aussi cette critique en fait de l'intensivité, de l'aspect trop industriel. Et ça apparaît très fortement dans les raisons de la méfiance vis-à-vis des unités de transformation. Moi, je dis unité de transformation, les consommateurs, ils ne disent pas unité de transformation. Donc, les industries de transformation laitière. Mais les points les plus forts actuellement, depuis plusieurs années, c'est la peur de manque de naturel, les questions d'additifs, les questions qui ont été apportées par les récents scandales, les récentes crises, alors ça, c'est le domaine de Jean-Pierre, mais les Français qui sont interrogés, et là, ces questions-là sont ouvertes, c'est-à-dire c'est des questions spontanées, on ne leur dit pas « est-ce que vous avez peur de ça ?» Non, on note tout simplement le verbatim, et là, on a une agrégation du verbatim, et encore aujourd'hui, on nous parle de la crise Lactalis de 2019, du scandale Buitoni, du scandale Kinder. J'ai mis des petits points parce qu'en fait, figurez-vous qu'en 2025, il y a des Français qui nous parlent encore de la crise de la vache folle. Donc en fait, ça signifie que dans la société française et dans l'imaginaire en fait agroalimentaire, agricole, etc., les crises, elles laissent des traces. Et ces traces, elles, bien évidemment, quand on parle d'industrie de transformation laitière, elles réapparaissent là. Rapidement, et après je reviendrai sur d'autres questions, sur Inquiet Alim en deuxième temps. Juste, ça c'est intéressant, parce que c'est lié à l'étude précédente. Non, on peut avancer, je passe sur... on a rajouté depuis 3-4 ans une question, parce qu'on trouvait intéressant de voir que globalement, les Français, effectivement, ont une très très grosse confiance dans l'amont, dans ce qu'ils voient, dans la place des vaches laitières, même... Par exemple, le rapport de la Cour des comptes sur l'impact négatif des vaches laitières sur l'environnement, même les questions environnementales ont fait assez peu baisser ces items-là du point de vue des Français. Et en fait, on se demandait s'il y avait un lien avec leur notation, leur opinion et leur niveau d'information et de connaissance. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, on voulait voir déjà comment ils s'auto-évaluaient en fait, dans la connaissance sur la filière, qu'est-ce qu'ils pensaient connaître. Déjà, on s'est aperçu que leur auto-évaluation sur les connaissances de la filière, parce qu'on a d'autres études à côté, était assez proche de réalité mesurée de leurs connaissances vraies. C'est vrai que les Français connaissent quasiment pas le monde industriel, le monde de la transformation. Pour eux, c'est une sorte de boîte noire, ils ne savent pas comment on fabrique, ils ne savent pas ce qu'on fait dedans. Et par contre, l'amont est plus connu, et on a souvent cette idée que les fermes, on les voit. Et je parle ici des fermes laitières, je parle des fermes laitières en fait de vaches laitières, parce que pour les chèvres, tout ça c'est beaucoup plus souvent en bâtiment et les Français ne les voient pas. Et donc en fait, on s'est aperçu que finalement, c'était sur les sujets sur lesquels les Français se sentaient le moins informés. Regardez les processus de transformation des produits laitiers. Il y a seulement 35% des Français qui se disent informés sur le sujet, qui connaissent les processus de transformation. Et tout à l'heure, on a vu, c'est l'item sur lequel
ils notent le plus sévèrement, c'est-à-dire ils ont plus de mal à se projeter. Et inversement, ils sont plutôt bien informés sur la qualité du lait, les effets sur la santé, les effets, les questions de calcium, les questions, etc. Et on a vu que finalement, le pilier, on va dire un des piliers de la filière laitière autour de l'essentialité des produits laitiers ou de la place dans l'alimentation ne bougeait pas. Et donc en fait, ouais, voilà. Et donc on revient sur cette question des relations entre le monde agricole et la société. Dans ma génération, je suis un peu plus vieux que la moyenne ici, on avait tous un grand-père, un oncle, paysan, on avait bu du lait chaud sortant du pille, on avait vu un canard, la tête coupée, courir dans la cour de la ferme, et le dimanche, avant de partir faire ses études à Toulouse, on avait récupéré un paquet de beurre qui avait été fait. Et ce monde agricole, comme peau de chagrin, a diminué, et le nombre d'agriculteurs est considérablement plus petit aujourd'hui. Mais le tissu social qui connectait la campagne et la ville s'est maintenu pendant très longtemps. Alors ça s'est vu dans les votes, avec des jeux de solidarité. Ça s'est vu, un souvenir que j'ai, je suis en train de discuter, de manger avec un industriel du lait. Il y a des négociations sur le prix du lait. Et il y a des sondages qui sortent. 80% de la société française est solidaire des producteurs de lait. Je dis, mais pourquoi vous n'augmentez pas? C'est facile, ça vous mettra une bonne image. Donc, comment vous voyez-vous les liens entre la société, le regard que la société porte sur vous, aujourd'hui, les agriculteurs, avec 2 points. Votre statut, certains trouvent que il faut vous soutenir, d'autres que vous en faites trop. Le statut, le regard qu'on porte sur les vaches, qui me paraissait extrêmement important ici. Il y a un très bel ouvrage qui vient de sortir là, de Bargueras, sur la limousine. Je vous invite à y jeter un œil. Très belle photo. Juste un mot d'ailleurs là-dessus. Bonne journée. Juste un mot là-dessus. Il m'arrive de revenir fréquemment en Corrèze, et un jour je me sens une sorte de malaise. Je me sens une sorte de malaise à regarder les vaches dans les prés. Et entre-temps, j'ai pris du temps à prendre conscience que les vaches avaient perdu leur corne. Et le paysage n'était pas exactement le même. Alors, est-ce qu'on peut démarrer un peu sur ces relations entre le monde des éleveurs, le monde de l'agriculture et le monde de la société? C'est les mêmes. Benoît, c'est les mêmes. Mais quand même. Oui, alors c'est pas forcément un sujet très très facile. Après, non, c'est vrai que la société a des aspects des fois contradictoires sur ses souhaits. Le premier aspect qui est contradictoire, c'est la différence entre le citoyen et le consommateur. Déjà, on a une première vraie dichotomie où on ne sait pas du tout. Enfin, le citoyen, j'ai pas l'impression que c'est la même personne que le consommateur, ou en tout cas dans ses choix, et c'est complètement différent. Et c'est ce qui ressort donc des études du CNIEL. Quand on leur pose la question sur ce qu'ils souhaitent, ça reflète pas forcément d'autres études qu'on peut avoir, notamment sur la consommation. Après, on a aussi, nous, un déficit de communication sur ce que l'on fait. Ce que vous disiez en introduction, c'est que finalement, le lien entre l'élevage et la société civile dans son ensemble hors agricole, elle s'est distendue au fur et à mesure des années, liée à la démographie. Et aujourd'hui, les nouvelles générations ont de moins en moins ce lien avec un parent, un grand-parent dans une ferme. Et donc forcément, l'image qu'ils en ont, mais finalement, en fait, c'est arrêté à l'année où finalement la dernière génération, entre guillemets, de la famille était dans une ferme. Et donc c'est pour ça qu'on a un décalage, je pense, entre la façon dont la société voit l'agriculture idéale pour eux, c'est-à-dire l'agriculture qu'on pouvait connaître dans les années 60-70,
et l'agriculture aujourd'hui qui s'est complètement transformée, qui a dû aussi faire face à de moins en moins d'agriculteurs pour produire toujours autant de nourriture et nourrir autant de monde. Et donc ça a forcément eu des aspects sur la modernisation des élevages, la modernisation aussi de la qualité de vie au travail. Enfin, moi je suis pas sûr que je voudrais travailler comme mon grand-père le faisait. En termes de pénibilité, c'est pas du tout la même chose, et je souhaite que mes enfants ou par la suite, ça soit encore plus facile et plus agréable pour eux. Après, sur la partie communication, comme je disais, alors sur la partie de la filière laitière que je connais le plus, Véronique, tu parlais de la crise de la vache folle qui reste encore dans les mémoires et qui ressort encore dans les enquêtes. Il faut savoir qu'à la suite de ça, l'interprofession laitière et aussi bovine a été créée ensemble la charte des bonnes pratiques d'élevage, qui s'est adaptée et qui a évolué depuis en remettant au centre le bien-être animal. Et c'est vraiment un outil qui est la base pour la filière laitière. En fait, c'est la base. Il n'y a pas de segmentation ou c'est pas quelque chose pour faire un produit mieux. Non, chaque litre de lait produit en France, il est charté. Il y a la charte des bonnes pratiques d'élevage qui s'y applique et c'est le socle commun de la filière laitière française. Et peut-être parce que c'est le socle, finalement, on a certains acteurs, certaines ONG qui voudraient qu'on fasse de la segmentation en disant bah, ça c'est mieux pour le bien-être, ça c'est mieux pour le bien-être. Non, sur la filière laitière, le bien-être optimal, c'est le socle de la filière. C'est le minimum requis pour pouvoir mettre du lait sur le marché. Sur ce point-là, une bonne relation. Je vais mettre le micro. Oui. Du coup, pour ce qui est de la consommation, effectivement, entre la volonté des Français d'avoir des produits fermiers, des produits de proximité, et la capacité des consommateurs à acheter les produits, c'est pas toujours au rendez-vous. Même pour ce qui est des collectivités, entre la volonté de donner des produits de qualité aux élèves, à tous les consommateurs, n'y est jamais en termes de budget. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, entre vouloir produire très propre et acheter à un certain prix, dans notre pays, c'est pas tout à fait. On a cru comprendre que vous ne veniez pas du monde agricole. Oui, mes parents n'étaient pas producteurs de lait, n'étaient pas agriculteurs. Et alors ce choix s'est fait comment? J'ai fait des écoles agricoles et j'ai fini par m'installer en passant un BTS en alternance. Voilà. Mais l'orientation, il a fallu choisir d'aller à l'école. C'était les animaux, une passion pour les animaux, une passion pour le travail à l'extérieur. Et alors le bien-être animal dans votre activité quotidienne? Le bien-être animal, de toute façon, c'est la base de l'agriculture. Si les animaux sont pas bien, il n'y a pas de lait, pas de production. C'est le socle, comme disait Benoît. Quoi. Donc c'est pas une question? Non, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors, en fait, je rebondirais, c'est vrai que c'est le socle, c'est obligatoire, mais du coup, on oublie peut-être de le communiquer et on peut se faire attaquer dessus. C'est peut-être un peu pour ça. C'est tellement le socle, c'est tellement évident pour nous qu'on le met peut-être pas assez en avant. Alors, Yoann, comment on voit les choses? Du mieux qu'on peut. Dans votre propos introductif, vous nous avez relaté vos souvenirs de la grand-mère qui fait le beurre et je ne sais plus quoi en fait de l'époque. Il faut qu'on en sorte de ça. Il faut qu'on en sorte. Et en matière de communication, à la Yole comme ailleurs, il n'y a pas de honte à dire qu'on fait un métier moderne. Et il n'y a pas de honte à être moderne dans notre métier. Si je plaisante, les garçons, les filles, là, vous savez, vous prenez un tracteur super sophistiqué qui se conduit tout seul. Vous prenez une petite touriste qui est bien sympa, qui vient vous voir, mettez-la à côté de vous, et à mon avis, elle sera admirative autant
que pouvait l'être celle qui voyait le canard courir tout seul sans sa tête au milieu du pré. Vous, c'est à vous qu'appartient la communication. C'est pas à nous. Qui voulez-vous qui écoute un mec comme moi? Franchement, regardez, j'ai les cheveux tout gris. C'est vous qui êtes jeune et c'est vous qui devez faire la communication de l'agriculture, de l'alimentation et des métiers qui vont autour. L'alimentation, en France, on a cette chance qu'elle est sur une échelle très, très grande. On peut avoir des produits très sophistiqués, des produits de très très haute qualité qui se vendent très bien, et puis on peut avoir des produits qui servent à alimenter les gens à moindre prix. Parce que si vous allez dans la banlieue nord de Paris, que vous avez la maman qui a 3 gamins qui ont 15 ans et qui font 1m90, eh bien, elle ne va pas acheter de l'aïeul. Hein. Parce qu'elle ne pourra pas les nourrir du l'aïeul, elle va acheter du brie à 3 balles. Hein. Le point commun dans tout ça, c'est que aussi bien le brie à 3 balles que le l'aïeul à 25 balles, il assure une qualité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il assure une qualité bactériologique, une qualité de suivi, une qualité de traçabilité que vous ne trouverez pas en Amérique du Sud, que vous ne trouverez pas dans les pays de l'Est. Donc, si vous voulez, soyons fiers de ce qu'on fait. Soyons fiers de notre agriculture et notre agroalimentaire, et c'est à nous à le leur dire. Mais si ils viennent chercher, excusez-moi, mais je prends votre image, c'est pas du tout une critique, s'ils viennent chercher le canard qui court tout seul au milieu du pré, dites-leur que c'est fini depuis bien longtemps et qu'ils reviennent voir leur grand-mère pour leur dire « Mamie, c'est plus comme ça, quoi ». C'est, voilà, vous voyez, puisqu'on parle de l'aïeul, je vais vous citer le président fondateur de l'aïeul, comme je vous l'ai dit, qui s'appelle André Valadier, qui a beaucoup travaillé à l'Ast Réussite. Il dit quelque chose comme ça, il faut que je prenne un peu d'élan. Il dit la tradition, sa modernité, peut être aveugle. Et la modernité sans tradition peut être dangereuse. Donc il dit, on s'est efforcé d'y voir clair. Tout ça pour dire que, oui, la tradition, c'est bien. Vous voyez, dans notre cahier des charges, on n'interdit pas le robot. Parce que si on interdit le robot sous prétexte qu'on est AOP, pourquoi on ne leur demande pas de traire à la main? Pourquoi on ne leur demande pas de mettre la gerle, le trépied dans le dos, là, attaché sur les fesses, et puis d'attendre les vaches qui arrivent? Mais ça, si nous, on ne le dit pas, si nous, parce que c'est nous qui savons parler de notre métier, c'est vous qui allez savoir parler de votre métier. Si ce n'est pas vous qui le dites, ne le laissez pas dire à d'autres. Ne laissez pas dire à des journalistes qui viennent qui vont vous chercher le plus paumé du fond de la campagne pour répondre à votre place. Oui, peut-être il faut apprendre à communiquer, y compris quand on est dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire. Mais c'est vous. Même avec quelques cheveux blancs, on arrive à communiquer alors. Oui, bien sûr, mais les jeunes parlent aux jeunes, vous le savez bien. Merci. Véronique, on peut revenir sur ces questions d'inquiétude? Pardon. Oui, mais avant ça, je voulais aussi rebondir, c'est que il y a quand même aujourd'hui, on parle tout ça, là on parle d'image, etc. Effectivement, entre le citoyen et le consommateur français. Oui, moi. Alors, peut-être, vous m'entendez si je parle comme ça? Non. Non. Entre, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, entre là, on était sur de l'image de la filière, entre ce que pense le citoyen et quand on fait des études vis-à-vis des consommateurs et de leur consommation alimentaire, parce que Benoît Gavel en parlait tout à l'heure, il y a une vraie différence, c'est qu'il y a un porte-monnaie entre les deux. Et donc, du coup, il y a un impact du niveau de vie et il y a un impact de l'inflation aussi, hein, parce qu'on vient quand même de traverser 2-3 années très très fortes en inflation qui ont impacté le type de consommation de produits laitiers. Et vous en parliez tout à l'heure, on ne consomme pas effectivement les mêmes produits laitiers selon les endroits, selon son niveau de vie, c'est évident. Mais il y a autre chose qui est aussi important, avant d'aller sur les inquiétudes, c'est qu'aujourd'hui quand même, le sujet principal pour la filière laitière,
c'est l'attractivité des métiers de la filière, c'est devenir éleveur, devenir transformateur, etc. demain. Et on en a beaucoup parlé tout à l'heure aussi, et c'est attirer une population qui est cette société dont vous dites elle est peut-être décalée, n'empêche que la majorité des gens de demain seront comme Monsieur Delmas, c'est-à-dire n'auront pas des parents qui étaient éleveurs aujourd'hui. Donc c'est attirer des gens différents, c'est attirer des femmes. Et donc ça veut dire que ces réflexions-là, elles sont essentielles et ce n'est pas uniquement les agriculteurs d'aujourd'hui qui parlent aux agriculteurs de demain, mais c'est les agriculteurs d'aujourd'hui qui pensent demain et comme il sera ce demain, c'est-à-dire très différent d'aujourd'hui, parce qu'on reste quand même aujourd'hui sur un modèle où beaucoup d'agriculteurs, même s'ils ont eu des parcours très différents, avec des études, avec des sorties, etc., sont fils ou filles d'agriculteurs, mais on s'aperçoit que dans les installations aujourd'hui, il y a de moins en moins quand même de filles ou de fils d'agriculteurs qui s'installent, et encore moins de filles que de fils, et ça c'est important. Et donc, ça veut dire que la population, elle va complètement changer. Et ça, c'est hyper important. Sur les inquiétudes, alors Jean-Pierre travaille aussi sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut avancer les dias? En fait, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'on s'est posé la question, alors depuis plusieurs années, avec Jean-Pierre Poulain, avec l'Université de Toulouse, avec le CNIEL. En fait, on se demandait, alors là, je vous ai mis pour le lait, mais il y en a aussi pour les produits laitiers. On s'est posé la question, quelles sont les inquiétudes des Français vis-à-vis d'un produit alimentaire? Parce qu'en fait, vous voyez, il y a plein de choses qui sont montées, on a parlé des conservateurs, on a parlé des additifs, on a parlé de plein de choses, mais on s'est dit, nous, sur la filière laitière, alors bien sûr, pour faire ce travail, on l'a fait sur plein de produits alimentaires différents, parce qu'on ne voulait pas avoir une vision, on va dire, uniquement de chapelle, mais on voulait pouvoir comparer. Et en fait, on s'est aperçu déjà deux choses. Depuis qu'on fait cette étude, le lait et alors on le fait sur plusieurs produits alimentaires, et le lait et les produits laitiers sont les produits qui, en France, génèrent le moins d'inquiétudes. Comparé à un ensemble de produits, on a la viande, on a le poisson où les inquiétudes ont fortement augmenté ces dernières années, on a les fruits, on a les légumes, on a les céréales, et les produits préparés, les plats préparés. Et donc, et sur le lait, ce qui est intéressant, c'est que quand on interroge les Français, non pas sur les risques, sur les inquiétudes, c'est-à-dire qu'est-ce qui les inquiète, qu'est-ce qui les interroge, etc. On a plusieurs items qu'on voit revenir. On en a un qui est permanent. Tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé du Mercosur, donc ça va faire écho un petit peu à la discussion de tout à l'heure. Les Français s'inquiètent beaucoup de l'origine. Ça ne signifie pas qu'ils vont acheter que des produits labellisés. Ça veut dire que ce sujet-là est un vrai sujet. La question de l'origine, donc origine France en fait, de l'origine France et de la provenance des produits. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a des sujets. Alors, il y a le bien-être animal, la question du bien-être animal et de la santé animale. Le bien-être animal est apparu, à cette époque-là, on ne faisait pas Enquête Alimencorps, mais on l'a vu vraiment monter dans les années 2010, 2012, 2013, et comme un sujet, comme une question, en fait. Et donc, dans ce pôle, en fait, d'inquiétude, on a l'origine. On a la question des allergies et des intolérances en 2024, mais on revient à ces questions de santé, en fait, et la question de bien-être animal. Et pourquoi c'est intéressant? Ce n'est pas intéressant au coup par coup, c'est intéressant sur la durée. Par exemple, si on le prend depuis 2016, on s'aperçoit que la question, une inquiétude sur les conditions de travail des agriculteurs, qui n'apparaît pas en 2016, apparaît en 2019, et depuis, chaque année, on a des questionnements et des inquiétudes sur ce sujet-là. Ben ça, c'est intéressant parce que ça dit quelque chose de la relation de la société au monde agricole. Ça dit quelque chose de l'évolution de cette relation. Et ça, c'est intéressant. Autre chose, on voit aussi apparaître, à peu près d'ailleurs, après 2016, on voit apparaître pas mal d'inquiétudes sur la transformation laitière et les autres types de transformation. Et on voit ça arriver, monter progressivement, et on le voit revenir chaque année. Typiquement, dans les années d'inflation, on a vu émerger le prix. Le prix n'avait jamais été une question pour le lait et les produits laitiers. Parce que, effectivement, vous parlez du coût des produits AOP qui sont des produits plus chers, mais globalement, devant l'ensemble des produits alimentaires, le prix n'était pas une question sur les produits laitiers pour les consommateurs. Parce que la majorité des consommateurs ne sont pas des consommateurs
d'AOP, mais des consommateurs de produits laitiers à des niveaux de prix plus, on va dire, plus basiques. Et en fait, ça, on l'a vu arriver avec la période inflationniste, et hop, on le voit petit à petit régresser. Donc, en fait, c'est quoi? C'est intéressant d'avoir ces indicateurs parce que ça nous permet de suivre la filière et de se projeter un petit peu. Et ce qui est intéressant, encore une fois, je vous disais, c'est pas les chiffres, parce que parfois on voit apparaître des choses qui sont un petit peu des petits signaux, des chiffres, des petits chiffres, mais que l'on voit se confirmer d'année en année, et ça nous dit quelque chose de la relation de la société à nos produits et à la filière. On l'a pour le lait, on l'a pour les produits laitiers. Là, je vous ai monté pour le lait. Pour le lait, bien évidemment, le bien-être animal est plus présent quand on interroge sur le lait que quand on interroge sur les produits laitiers, où là, c'est la transformation qui prend la place. Mais en tout cas, ces inquiétudes, elles nous disent aussi quelque chose de la relation de la société à la filière laitière. Alors, on va essayer de gérer le temps. À 17h, il y a une prise de parole conclusive d'Hélène Ronde, vice-présidente du conseil départemental. Il y a quelques étudiants qui vont faire partir, donc ce serait bien qu'ils bénéficient d'éléments de synthèse. Et puis, pour ceux qui voudraient rester encore un peu après, il faudra continuer un petit peu la discussion. Sur ce point-là, le point de l'origine, c'est pourtant. J'aimerais bien entendre qu'on discute. Un certain nombre de consommateurs se posent la question, citoyens d'ailleurs, les consommateurs se posent la question de dire le lait. Ils se posent la question parce qu'il y a des débats dans la presse, parce qu'il y a des discussions sur la possibilité d'acheter du lait ailleurs. Cette question-là, alors j'aimerais bien voilà, qu'on puisse peut-être démarrer, on garde le même ordre. Non, mais cette question-là, elle vient aussi et elle est de plus en plus prégnante parce que la production en France baisse et qu'on a un déficit. Alors aujourd'hui, un déficit de production non hormis sur la matière grasse, c'est-à-dire qu'on consomme en France plus de matière grasse qu'on en produit. Globalement, sur le lait, on est encore à peu près autosuffisant, pour reprendre un terme de la précédente table ronde. Malgré tout, on voit bien, et les projections vont à quand même une baisse et justement ne plus être autosuffisant. Donc on a besoin quand même d'avoir des signaux forts, et c'est pour ça que ces sujets-là sortent à la fois dans la presse et du coup posent question sur l'origine. Je pense que sur le lait UHT, il y a quasiment peu de questions aujourd'hui des consommateurs. Quasiment 99,8% je crois du lait UHT est d'origine France, mais c'est à peu près pareil chez nos voisins européens. C'est positionnement de certains metteurs en marché avec le lait des Pyrénées, avec la montagne Limousine. Comment on voit ça? Dans une filière qui, pendant très longtemps, n'a pas revendiqué d'origine, à l'exception des IGP, des AOC. Alors les IGP, oui, ont toujours revendiqué. Aujourd'hui, on voit bien que sur les territoires, ça bouge, et en fait, on a autant d'élevage laitier qu'on a de territoires différents. Je veux dire, chez moi en Normandie, c'est complètement différent d'ici. On n'a pas du tout les mêmes territoires, c'est pas du tout le même type de production, on n'a pas les mêmes types soit de fromage, soit de débouchés derrière. Et globalement, on voit qu'il y a quand même de plus en plus d'acteurs dans les régions qui reviennent sur les territoires avec, comme on voit la coopérative de l'Aïeul, où on est aussi sur un territoire précis, où on vend aussi une partie de ce territoire. Et c'est aussi ce qui est hyper important, ça fait partie aussi de la vente du produit, de l'identité du produit. Le territoire, on est quand même sur un élevage laitier qui est quand même ancré au territoire sur lequel il produit. Et là où je voudrais rebondir aussi, c'est que sur les territoires, on a besoin en fait de gens qui créent des choses, qui investissent, et on a aussi besoin de gens qui s'engagent dans toutes ces démarches. Et parce qu'à la fois une coopérative, pour la faire tourner, il faut des éleveurs qui, en plus de produire le lait, la gèrent, même si la direction fait beaucoup, mais le cap est quand même donné par les différents conseils d'administration. On a besoin des chambres d'agriculture, donc on a besoin aussi de gens qui s'engagent
au-delà des fermes, et le message que je voudrais envoyer aussi, parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes, c'est qu'il faut s'installer, mais après il faut aussi s'engager et voir plus loin et comment construire collectivement en fait le débouché de sa production. Franck Delmas, ce rapport au territoire, c'est un argument pour vous? Oui, c'est un argument, c'est ce que le consommateur attend, la proximité. Et après, ça reste un produit de niche, parce que financièrement, tout le monde ne peut pas s'acheter des yaourts Lily, du lait de montagne. Pour ce qui est du lait UHT, c'est plutôt marketing, parce que le lait, il est trituré dans les mêmes usines, et du lait demi-écrémé, c'est du lait trituré. On poursuit. C'est pas un problème à la Yole. Oui. Non. Voilà. Donc, no question. France pour le lait est une garantie. Je connais un tout petit peu le marché du lait en France, 24 milliards de litres de lait. Les principaux intervenants se servent en France. Le plus gros, bien sûr, lui, est mondial. Mais une production de lait UHT français, c'est une garantie par rapport à une production mondiale. C'est un lait analysé tous les jours pour la présence d'antibiotiques. C'est un lait analysé tous les jours en laboratoire. Et si vous voulez, je ne veux pas, moi, qu'on crache sur notre agroalimentaire française parce qu'elle est déjà assez chargée. Alors qu'elle est plutôt bonne par rapport, justement, à la demande des consommateurs. Moi, je suis parti au Danemark, puisqu'on avait une affaire là-haut. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir. Les conditions de production n'ont rien à voir. Et, quand on parle d'entreprise familiale, les deux autres entreprises que j'ai vues, c'était un vétérinaire et un financier qui le détenaient et qui employait des salariés. Et donc, face à des gens comme ça, pour produire un produit de base, il va falloir être sacrément costaud économiquement. C'est un peu comme si vous faites jouer Saint-Céré, qui est un petit pays là à côté au rugby, contre le Stade Toulousain, quoi. Vous voyez. Donc, on n'aurait pas imaginé. Non, mais je sais que vous connaissez Atul. De toute façon, Saint-Céré a toujours gagné. Ce que je veux dire, non, pour être sérieux, mais il faut bien mettre un peu d'ambiance, parce que les pauvres, je ne voudrais pas qu'ils repartent avec le blues quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit fiers de notre production agricole et agroalimentaire française, parce que il faut le dire aux consommateurs, on répond à des normes auxquelles bien d'autres ne répondent pas. Si vous prenez le poulet, si vous prenez la viande bovine qui vient d'Amérique du Sud et qui a été congelée, décongelée, recongelée, je veux dire, n'ayons pas peur de dire à nos consommateurs, il faut arrêter de leur dire qu'on est les descendants de la mémé qui faisait le pâté de canard, et on est des gens qui sont modernes, qui produisons pour alimenter une population. Et très clairement, moi je suis convaincu que dans le monde, si je voulais m'alimenter de façon sûre à quelque part, j'irais en France. Parfait. Merci. Sur la mémé, je crois qu'on ne s'est pas bien compris, mais c'est pas très grave. Non, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc, il nous reste 10 minutes avant de passer à une conclusion. Sur la question du bien-être animal, j'aimerais qu'on puisse faire une petite réflexion, un petit tour de table là-dessus. Alors, c'était Benoît qui nous disait, ça fait partie de la chaire de bonne pratique, et en observateur, j'ai souvent le sentiment qu'il y a entre la lecture du consommateur et l'assurance des producteurs, parfois un sérieux clivage. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas lues comme telles par le consommateur. Et donc ce qui est intéressant, c'est de justement voir le résidu, par exemple, de la crise de la vache, l'impact qu'elle a pu avoir. Dans ces études, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie les signaux faibles.
et à la façon dont apparaissent un certain nombre d'inquiétudes petit à petit, et on essaie de voir comment elles touchent différents types de populations. Alors il y a des signaux faibles qui sont là depuis 30 ans, 40 ans. Et on rentre dans ces signaux, puis disparaissent, puis d'autres apparaissent. Et puis il y en a petit à petit, ça monte en charge. Et la problématique du bien-être animal, qui est une problématique, la formulation qui est importée du monde anglo-saxon, parce que le bien-être animal, ça anthropomorphise la relation avec l'animal, est quelque chose qui est un peu difficile à régler. Alors pendant très longtemps, le lait a été en dehors de cette question. Ça concernait les éleveurs et la production animale. Petit à petit, on a vu dans les signaux faibles le bien-être animal apparaître sur le lait des produits laitiers. Puis en ce moment, il est sur les poissons, l'aquaculture. On voit cette question se diffuser. Et je pense qu'il faut que nous la prenions au sérieux. Quand je dis nous, c'est collectivement. C'est une question sur laquelle la fierté de votre métier, ce que vous faites, c'est quelque chose qui peut se donner à voir. Simplement, la référence que je faisais à la ferme de ma grand-mère, qui n'en avait pas par ailleurs, la référence que je faisais, c'était que ce monde-là, il est dans la tête d'un certain nombre de consommateurs. Et qu'il faut pouvoir comprendre ce qu'est la vision qu'il a quand il prend une semaine de congé et qui va venir au moment où on sépare, par exemple, les veaux de leur mère dans la commune de Naves. Et que pendant 3-4 jours, les veaux pleurent. Et il est là, il se dit, mais où je suis? Quel est ce monde dans lequel je suis? Parce que ce monde-là est très différent de celui qu'il imaginait. Et je pense qu'on a un travail à faire sur la façon dont on communique. Là, le choix des cornes des vaches n'est pas anodin. Elle n'est pas anodin. Bien sûr que c'est fantastiquement intéressant de couper les cornes des vaches. Bien moins dangereux. Mais l'image que l'on a, il faut réactualiser ces images-là. Alors, je me suis mis à prêcher un peu. C'est peut-être les cheveux blancs qui ont fait que Yves m'a contaminé. Juste, je me permets, Jean-Pierre, parce que je lui ai dit plein de fois, on ne coupe pas les cornes des vaches. On ébourgeonne et on ne... D'accord ? Et ça se fait, ils sont très jeunes. Et personne ici ne coupe les cornes des vaches. Parfait. Alors, on peut continuer. Parle de bien-être animal et que tu ne veux pas faire peur à l'assistance, je préfère le préciser parce qu'effectivement, couper les cornes des vaches, ça se faisait en Camargue, sur les vaches camarguaises il y a encore peu de temps, et en fin de durée, mais ça se fait plus du tout, et jamais dans le monde laitier, en tous les cas, actuellement, on ébourgeonne les veaux. Bon, le choix du vocabulaire. Qu'est-ce qu'il veut prendre? On se dit 2-3 mots pour conclure. Et avant, on passe à la parole à Hélène Rowe. Si on fait un suivant, tout le monde, enfin, on ne peut que être d'accord sur le fait que c'est avant tout un problème de communication. Bien évidemment qu'on n'est pas là pour faire mal aux animaux. Je vais vous donner un exemple. Nous, on était à la montagne, 1000 mètres d'altitude. On devrait nous interdire d'attacher les vaches. Mais je peux vous garantir qu'une vache qui est attachée, où l'agriculteur va tous les matins lui donner le foin, la nettoyer, est bien en meilleure santé qu'une vache qui est au milieu d'une stabule où elle a 1,50 m de fumier et aux 4 vents. Et je parle en altitude, on n'est pas dans des bocages normaux. Nous avons froid, nous, l'hiver. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est un problème d'image. Si je n'explique pas à la personne que c'est pas parce qu'elle est attachée qu'elle est malheureuse, et je vous garantis qu'elle est moins malheureuse qu'une qui va se trouver au milieu de stabule et se faire encorner parce qu'ils n'auront pas coupé les cornes, etc., etc. C'est un problème de communication. Et de vision aussi, parce que je ne suis pas sûr que le touriste ne préfère pas la vache à l'attache qu'à celle qui est en logette. En termes de vision, alors que... Merci de respecter le 3-4 mots. On poursuit peut-être. C'est vous qui allez avoir la dernière parole. Avec le local, est-ce que le Sporting Club Subiste
a quelques chances face à Saint-Cyril. Mais il est à côté de Brive, lui. Je pense que oui, quand même. Non, après c'est vrai que c'est surtout la communication autour du produit, autour de notre métier. Nous on fait pas mal d'animations, on reçoit pas mal d'enfants, enfin de familles, et c'est vrai qu'ils ont cette image du grand-père et de la grand-mère qui faisaient un métier qui a rien à voir aujourd'hui avec ce qu'on fait, quoi. Dans leurs questions, ma grand-mère elle faisait ça, mon grand-père faisait ça, et ça n'a rien à voir. Et après, la communication, expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, et pas avoir peur de dire. Merci beaucoup. Alors, vous avez vu, il y a plein de choses encore à discuter. Éventuellement, on prendra quelques minutes ensuite. On va laisser Madame Hélène Rome, vice-présidente du conseil départemental, nous faire une conclusion. On va dire politique. Il marche celui-là ou il ne marche pas? On ne va pas trop le toucher. Non, pas politique. Non. Moi, je fais pas politique, je fais factuel. Je suis agricultrice, donc vous savez, j'ai les pieds sur terre et c'est du concret. Voilà. Non, moi, je voudrais dire que ça m'a beaucoup intéressée cette journée. Et puis, j'ai envie de commencer. Et il se trouve que j'ai eu un petit problème de santé il y a un mois, et donc j'ai pris le temps de lire. Et j'ai relu Des Grives au loup, toute la saga Des Grives au loup de Claude Michelet. Et quand j'ai reçu l'invitation à venir à ça, j'ai dit, mais c'est tout à fait ça. Et donc j'ai été rechercher pour introduire ma conclusion, une petite phrase de Claude Michelet qui dit dans la saga, « Le monde changeait trop vite, les paysans, eux, ne voulaient pas changer. » Et j'ai trouvé aussi que c'était bien pour introduire, parce que moi j'ai l'habitude de dire que l'agriculture c'est la première industrie de la Corrèze, et je pense que les deux sont effectivement totalement liés. De tout temps, l'agriculture, elle a été un peu tenaillée entre ce désir de maintenir les traditions et puis d'évoluer pour faire face tout simplement aux changements sociétaux. Et donc cette nécessité d'innover en respectant l'identité et puis les traditions d'un territoire, c'est essentiel, et ça a été un peu, je crois, l'objet de ces deux conférences. Mais avant tout ça, je vais remercier les organisateurs pour l'invitation. Moi, donc, je vous ai dit, j'ai un intérêt tout particulier puisque je suis agricultrice. J'arrive pas à introduire. Si, j'ai arrêté officiellement. Je suis à la retraite depuis un an, mais je suis toujours agricultrice dans l'âme. Et puis, je voudrais vous transmettre à tous les amitiés de Pascal Coste. Vous savez qu'il attache beaucoup d'importance à la défense du monde agricole, à la défense de ses savoir-faire, mais il est aussi très confiant dans sa capacité à innover, et puis singulièrement ici en Corrèze. Donc je remercie les organisateurs, Monsieur Boutier, le président, les partenaires, les collectivités, les chambres consulaires, les établissements scolaires. C'est bien qu'ils soient là aussi aujourd'hui parce que ils sont l'avenir de l'agriculture tout simplement. Et puis c'est eux qui auront la lourde tâche de perpétrer à la fois nos savoir-faire tout en les faisant évoluer vers la modernité. Et puis je remercie bien sûr tous les intervenants de ces tables rondes. Alors si je veux revenir un petit peu sur le contexte, je vais revenir à une histoire un petit peu lointaine, puisque je remonte à la préhistoire, où l'agriculture, c'est là qu'on a vu qu'elle était la première industrie humaine, puisque à la préhistoire, ils ont commencé à inventer les outils en pierre pour couper, pour broyer. Et puis la révolution néolithique avec la domestication du blé, le début de l'élevage, l'agriculture vivrière. Les gens commencent à être vraiment des paysans et à cultiver pour se nourrir au lieu de vivre de la chasse et de la pêche.
Et puis après, plus loin, un peu plus tard, au Moyen-Âge, avec l'apparition de l'arère, puis la charrue à soc de fer. Tout ça, ça a façonné petit à petit nos paysages et puis nos sociétés. On a vu apparaître une nouvelle forme de village où les paysans commençaient à s'allier avec les artisans, où il y a eu les premières petites usines rurales que représentaient les moulins. Les moulins, c'était moulins à farine, moulins à huile, pour faire le papier, pour faire les textiles. Et puis, toutes ces premières formes de collectivité, de travail en collectivité, puisque les moulins, il n'y en avait souvent qu'un au sein, qui regroupait, qui faisait pour plusieurs villages. Donc, on a commencé à se regrouper pour apporter autour de sa meule, pour venir porter sa moisson, pour venir vendanger ensemble, pour venir forger ensemble, faire amener son cheval au forgeron. Voilà. Et on a vu que l'agriculture, l'artisanat et puis cette petite économie pré-industrielle commençaient à cohabiter au sein du village. Et donc, on voit que, du coup, l'agriculture a toujours entraîné ces petits satellites industriels autour d'elle. Et puis est arrivée la révolution industrielle, la première, puisqu'il y en a eu plusieurs, au XIXe siècle, avec les premières moissonneuses-batteuses, l'arrivée de la machine à vapeur qui a commencé à remplacer la traction animale. Et puis, un petit peu avec ce mélange de fascination et de crainte autour de la nouveauté de ces machines qui nous échappaient un peu, donc on comprenait pas trop bien comment elles fonctionnaient. Mais quand même, on était quand même un peu enthousiaste parce que ça facilitait bien le travail et puis ça allait surtout plus vite. Et puis, au XXe siècle, on a commencé à voir, alors avec les guerres qui sont arrivées, surtout la première guerre mondiale qui a carrément vidé les campagnes de toute sa main-d'œuvre, puisque c'est la campagne qui a fourni la chair à canon de la guerre de 14-18. Et puis, bien sûr, après, la place des femmes, on va revenir au débat que vous faisiez tout à l'heure avec la place des femmes qui a été fondamentale pendant la guerre de 14, puisque c'est elles qui ont continué à faire vivre les exploitations quand les hommes étaient au front. Et puis l'exode rural qui a suivi ces guerres et qui s'est parachevé après la Deuxième Guerre mondiale, où là on a carrément vu que les campagnes se vidaient. Alors pour deux raisons. D'abord parce que le travail pénible, on commençait à voir qu'il arrivait au bout. Et puis avec le plan Marshall surtout des Américains, qui bien sûr nous a permis de nourrir les Français. Il ne faut pas oublier qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on en était tous au ticket de rationnement et que les Français crevaient de faim. Et donc le plan Marshall, grâce à la mécanisation, au tracteur qui est arrivé, nous a permis d'avoir une agriculture qui produisait plus et qui permettait de nourrir les Français. Et ça s'est développé tellement que on a vu que petit à petit, le prix de la nourriture pour le Français prenait de moins en moins de place. L'achat de la nourriture prenait de moins en moins de place aux dépens des technologies nouvelles qui sont arrivées et où maintenant, on voudrait du bon et la France produit du bon, du sain, du sûr pour pas cher. Et ça a été dramatique pour l'agriculture traditionnelle telle qu'on la connaissait, parce que pendant qu'on demandait aux agriculteurs d'investir et donc de mettre de l'argent dans leur modernisme, en même temps on leur demandait de produire du pas cher pour que le consommateur final ait du pas cher. Et on en discutait avec mon voisin, c'était encore le débat qui a été mis tout à l'heure, c'est faire comprendre aux gens que ça a un coût, produire de l'agriculture de qualité, ça a un coût, et donc accepter de payer le vrai coût des choses, c'était difficile.
Et c'est tout ce qui a continué, je crois, à faire décroître l'agriculture, c'est qu'on gagnait plus sa vie. Alors maintenant, c'est vrai que depuis quelque temps, on commence... malheureusement, j'ai envie de dire, moins il y a d'agriculteurs et moins on produit, et plus du coup on a besoin des produits et donc le prix remonte. Et moi, en tant d'agricultrice d'élevage à l'étang, pendant mes 40 ans de carrière, je peux vous dire, j'ai vendu les broutards au même prix, alors que les coûts de production faisaient comme ça. Et c'est depuis 3 ans qu'on voit que le broutard monte et rattrape tout ce qu'il avait perdu en 30 ans, en 40 ans presque. Et donc là, maintenant, on commence à avoir des exploitations agricoles qui retombent sur leurs pattes et qui commencent à avoir un équilibre. Et d'ailleurs, les impôts et la MSA nous ratent pas. Mais bon, c'est une bonne chose. Au moins, c'est qu'on gagne notre vie, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, si je veux revenir un petit peu à mon propos, je me suis un petit peu égarée. Aujourd'hui, notre grand défi, c'est réinventer l'agriculture au cœur de la 4e révolution industrielle. Et la 4e révolution industrielle, c'est la robotisation. On en a largement parlé, avec la traite automatisée pour ce qui concerne nos voisins. Le désherbage par robot, les pulvérisations ciblées qui permettent de réduire les intrants, et puis les surveillances des cultures avec les drones, tous les capteurs connectés qu'il y a pour l'irrigation. Oui, je sais que vous avez des contraintes d'horaire. Merci Au revoir à tous. Voilà. Et puis, on aura aussi le défi de l'intelligence artificielle qui commence juste, et qu'il faudra apprivoiser pour utiliser au mieux son potentiel. Mais ça posera la question de la dépendance aux grands groupes technologiques, et puis ça a été abordé de la sécurisation de nos datas. Voilà. Donc les grands enjeux contemporains qu'on peut cibler, c'est concilier le double impératif de la réindustrialisation de la France tout en assurant la transition écologique grâce à ce qu'on appelle l'agroécologique. C'est à la fois un défi humain et technologique qu'il faut relever pour produire plus avec moins de ressources, garantir une transition juste aux agriculteurs, aux industriels et puis à la planète. Repenser l'agriculture comme gardienne des paysages, de nos savoir-faire, parce que c'est ça qui est important, mais aussi comme vecteur d'innovation, et puis assurer la reconnaissance de la dimension humaine et culturelle de l'agriculture. Plus une production, c'est aussi des patrimoines qu'on doit défendre, et une histoire qui est indissociable des questions sociétales. On en a largement parlé, la pénibilité, le rôle des femmes, la place des coopératives. Et puis, pour terminer, je vais faire un petit focus sur la Corrèze. Bien sûr, en tant que conseillère départementale. Alors, la Corrèze, c'est le territoire agricole par excellence. On a environ 4000 exploitations agricoles, 234 000 hectares de SAU. Alors, majoritairement tournés vers l'élevage et l'élevage à l'étang, avec une grande partie en prairies naturelles ou artificielles, mais aussi un tiers du territoire qui est couvert en forêt. Alors le tiers, c'est à l'échelle de la Corrèze, parce que si on va en Haute-Corrèze, c'est plus de la moitié du territoire qui est couvert de la forêt. Et donc, toutes ces industries qui découlent de notre production agricole et forestière, avec toutes les industries du bois qu'il y a partout, et puis toutes les industries qui découlent des productions agricoles, avec les confitures Valade, si je vais à Lubersac, toutes ces industries de transformation de nos productions fruitières, les abattoirs, enfin voilà, tout ce qui découle de nos productions agricoles. Et puis c'est des productions agricoles de proximité, puisque
Il y en a pas mal qui sont produites en bio, qui produisent avec un système de circuit court, qui commercialisent en circuit court. Et puis parler de la marque Origine Corrèze, cette marque territoriale qui a été créée par le conseil départemental en 2019 pour valoriser toutes les productions agricoles. Alors pas seulement les productions agricoles corréziennes, mais toutes les productions, qu'elles soient artisanales, tous les savoir-faire corréziens. Cette marque Origine Corrèze, mon voisin en fait partie d'ailleurs, si je m'abuse. La variété de Lily n'est pas Origine Corrèze. Ah ben voilà, il va falloir qu'on vienne vous voir. Alors je croyais. Donc 6 ans après, on a 360 entreprises labellisées, 1300 produits ou activités, et puis on participe à de grands événements en France ou à l'étranger. Le marché de Noël de Nuremberg, on y va régulièrement. Là, on est au marché de Noël à Montbéliard prochainement. On va au salon du Made in France à Paris tous les ans. On amène une quinzaine de producteurs qui font rayonner leur savoir-faire et la Corrèze à Paris. Et puis, si vous continuez à suivre cette biennale, je crois bien que les produits Origine Corrèze seront associés à l'inauguration vendredi à la salle de Lozlou, si je ne m'abuse. Donc le conseil départemental apporte un fort soutien au monde agricole. On investit 1 700 000 chaque année pour la transition agricole. Alors ça se fait aux côtés de la région, puisqu'on accompagne les dispositifs PCAE, transformation et commercialisation, l'accompagnement à la diversification, l'adaptation au changement climatique et l'abreuvement irrigation. Et puis, on est très présent pour défendre tout le modèle d'élevage herbager, en étant présent au COMIS, en ayant mis en place notre plan santé animale pour essayer de maintenir le maillage vétérinaire en Corrèze, essentiel au maintien de l'agriculture. Et puis, on est bien sûr présent aux côtés des syndicats agricoles et de la Chambre d'agriculture quand ils défendent le modèle corrézien. Et puis, bien sûr, nous sommes aussi tournés vers l'avenir, puisque nous promouvons l'agriculture connectée, d'ailleurs en ayant commencé par fibrer à 100% la Corrèze, pour pouvoir amener la fibre optique dans tous les points reculés de la Corrèze, puisque les stabulations, comme dit mon président, la stabulation au fond des bois, elle a un point de branchement optique qui est possible. Et puis en faisant de la formation aux usages numériques et aux outils numériques au niveau du conseil départemental. Voilà. Mais on est aussi très attaché à l'importance de la transmission et à la formation des nouvelles générations. Et c'est pour ça qu'on associe souvent les lycées agricoles à toutes nos manifestations. Alors pour conclure ma conclusion, je vais reprendre Claude Michelet dans les Griveaux. Et puis pour dire que, il est important que la Corrèze soit un laboratoire de ruralité positive, parce que Claude Michelet disait « S'il est à craindre que les palombes ne passent plus, signe d'un monde paysan qui s'éteint, il faut aussi rester à l'écoute de l'appel des engoulevents, symbole de la terre qui continue de produire et d'un esprit rural qui ne meurt jamais mais se réinvente toujours. » Voilà, merci. Peut-être été un peu long. Merci beaucoup. Alors pour les courageux qui sont restés, vous pouvez peut-être imaginer qu'il y a des questions qui viennent de la salle. Présentez-vous. Je suis médecin avec une petite activité. C'est bon ? Bon, il y a une petite anecdote pour Jean-Pierre Poulet. Le beurre qu'il achetait, je pense que le samedi d'après, il était rance. D'accord. Bon, rance. Et la deuxième s'adresse au président de l'Aguiole. Vous avez fait une remarque au sujet des journalistes. Ils n'ont rien compris. Effectivement, ils n'ont rien compris, mais je crois qu'ils ne sont pas de mauvaise foi. Je veux dire par là qu'ils ont fait une analogie entre un produit de luxe manufacturé et vos produits,
c'est plutôt bien. Ils vous sont considérés comme un produit de luxe, mais ils ne comprennent pas qu'on puisse produire un produit de luxe avec une traite et puis toutes les technologies. Au contraire, ça peut améliorer le produit, ça vous permet également de faire des investissements et forcément un retour qui peut être bénéfique. Et je pense que là où ils ont fait une énorme erreur, parce qu'un produit manufacturé, c'est quoi? C'est la maroquinerie, c'est l'horlogerie en gros. Et ce sont des produits qui sont réparables. Mais ce n'est pas le commun des mortels qui peut se le payer, évidemment. Et là, au niveau de là où ils ont fait une erreur en voulant se faire cette assimilation, c'est qu'en fait, un produit comme le vôtre peut être amélioré par la technologie. Je vais prendre un exemple, je pense que Jean-Pierre Poulain le sait. Au niveau de la vinification, les premiers qui ont vinifié en cuve inox et en régulant la température, c'est Dillon, c'est-à-dire Aubryon, premier grand cru classé. Et le produit n'a pas été altéré, bien au contraire, puis tout le monde s'y est mis. Donc la technologie peut apporter une amélioration. Là, ils se sont trompés parce qu'ils ont comparé deux choses qui ne sont pas comparables. Mais ils ne vous ont pas pris pour des bouseux, ne le croyez pas. Hein. Je pense qu'on peut produire effectivement avec une technologie. On n'a pas besoin d'être effectivement assis sur le... Je suis d'accord avec vous. Il y a une réponse. Je pense qu'il faut essayer dans le jeu de projet de trouver toujours une explication assez logique. Mais ça y est, je me souviens, parce qu'il m'a fallu du temps pour me rappeler. J'ai dit tellement de blagues au cours de cet après-midi qu'il fallait que je me rappelle de ce que j'avais dit. La remarque que j'ai faite concernant les journalistes, qui bien sûr sont souvent très informés, et s'ils ne le sont pas assez, c'est de notre faute, c'est pas de la leur, donc c'est à nous qu'on le doit. C'est quand même cette tendance qu'ils ont quand ils interrogent une population, mais que ce soit les agriculteurs, que ce soit les marins, que ce soit aller chercher non pas le gars comme celui qui est à ma gauche là, qui est moderne, qui sait parler de son boulot, qui sait en parler en donnant envie, mais plutôt d'aller me chercher le gars qui est grincheux, grognon, voilà. Et c'est cette tendance-là que je critiquais. Oui, mais je pense voilà. que l'analyse que vous avez faite, ils se sont peut-être mal pris, mais je ne crois pas qu'ils soient de mauvaise foi. Moi, je pense qu'ils considéraient votre produit comme un produit de luxe. Or, c'est quand même un produit de luxe. Ce n'est pas les mêmes prix, mais c'est un produit de luxe. Et c'est pour cela qu'on peut très bien moderniser. Mais moi, je ne me plains pas des journalistes sur la gueule. Répétez pas ça, surtout, parce que... Non, plaisantez pas. Hein, dites-leur que j'ai dit du bien d'eux. Effectivement, ça n'altère pas ce que vous produisez, de vous moderniser. Oui, mais rappelons-nous du contexte. Je ne veux pas être trop long. Le contexte, c'était de vous dire que nous devons, nous, agriculteurs, jeunes agriculteurs, étudiants en agriculture et en agroalimentaire, faire notre communication nous-mêmes et pas la laisser faire à des gens qui veulent remuer la sensiblerie du grand-père ou de la grand-mère. C'était ça mon propos. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Ou peut-être une autre réaction à cette question sur la table? Merci à vous tous pour nous donner cet aperçu et ces détails sur un monde, le secteur du lait. Alors, j'ai une question pour vous tous, mais peut-être particulièrement pour Véronique. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est sorti en 2021. Ça s'appelait Cow, Vache. C'est un film fait par une réalisatrice anglaise. Et ça montre le monde vu à travers la vie quotidienne d'une vache. Et c'est assez troublant ce film parce que je l'ai vu, alors ce n'est pas forcément un regard très critique, mais j'aurais voulu avoir vos impressions sur ce film parce qu'on parlait de la communication et comment les gens regardent le monde et le bien-être des animaux. Et c'est vrai, c'est un des rares films que j'ai vu qui vraiment présente le monde à travers les yeux de la vache. Il semblerait que personne sur la table n'ait vu le film. Donc il me semble pour la programmation de la prochaine biennale, sur la partie cinéma,
Monsieur le Président. Non, nous l'avons vu ensemble parce que c'était un film qui était programmé dans un festival à Marseille et c'était au moment où nous préparions la 2e biennale sur l'alimentation. Donc nous avons été particulièrement intéressés pour le voir. Et alors, je ne sais pas si on a été déçus, outrés ou très critiques parce que c'était un film au total très négatif. Hein. C'était plutôt le malheur des vaches parce que c'était vu donc au niveau des yeux d'une vache qui marche lentement, tête baissée. Et c'était un monde complètement transformé qui était complètement différent du monde que nous avions. Mais si on revient sur une autre question que j'avais, je profite d'avoir le micro pour poser une question, je pense que dans une société, il y a toujours des éléments de nostalgie. Ouais. Le passé est mieux que le présent et le futur est très incertain. Et c'est encore plus vrai dans notre phase d'incertitude dans laquelle on a connu une phase assez longue de critique de la notion de progrès. Et j'espère qu'aujourd'hui, tout ce qui a été dit sur la technologie permet enfin de sortir de cette phase-là. Mais l'agriculture est, me semble-t-il, dans la société, un des lieux où se situe une certaine nostalgie. Parce qu'en plus, elle est liée aussi à une espèce de généalogie d'une société qui, collectivement, se pense par rapport à d'autres sociétés comme ayant des origines fortement enracinées dans des territoires, dans une activité paysanne, etc. Et je pense que tout ce que vous avez dit vient un petit peu... Alors la difficulté est de conserver ce que peut avoir de positif cette image de nostalgie, de tradition, mais en même temps de montrer que ce monde-là n'existe plus. Il y a un très grand livre d'un historien anglais qui est Peter Laslett, qui est paru il y a une 50aine d'années, qui décrivait la société ancienne comme le monde qui n'est plus, le monde dans lequel nous ne vivons plus. Et ce monde-là, ce monde agricole auquel on se réfère par moment, ce n'est plus notre monde. Voilà. Donc je pense que... Mais il faut garder aussi, comme ça a été très bien dit, ce n'est pas pour autant que certaines formes de tradition, un fromage de terroir, qu'on le veuille ou non, même s'il est produit par des méthodes très modernes, reste quelque chose qui est ancré dans la tradition. Hein. Donc c'est ce jeu qui a à faire entre cet équilibre entre l'image nécessaire désormais, et j'en suis tout à fait d'accord, de montrer l'agriculteur comme un homme moderne, totalement inscrit dans le monde actuel. Et on a failli avoir quelqu'un qui malheureusement n'était pas disponible comme conférence de conclusion qui était sur les usages positifs, actuels, à venir de l'intelligence artificielle dans le monde agricole, donc pour nous projeter vraiment dans l'avenir, et en même temps bien enraciner le fait que c'est aussi un monde de tradition. Voilà. C'était une remarque, ce n'était pas une question. Et de sécurité. Peut-être cette remarque appelle quelques réactions de votre part. Mais allez-y. Plusieurs choses qui ont été dites, et notamment la dernière question sur la sécurité. Je le répète, l'alimentation en France est, si ce n'est la première, la plus sûre du monde. Ceci dit, madame, et tous les autres, quand quelqu'un meurt parce qu'il a été intoxiqué par un steak haché, un fromage, un poisson, un plat cuisiné, on en fait des tonnes pendant 3 semaines. Il meurt des millions de gens avec des voitures, avec de l'alcool, avec du tabac, on n'en parle jamais. Et tout à l'heure, j'ai lancé une petite pique, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas trop aux scientifiques, qui nous, aujourd'hui, sont meilleurs pour détecter le microbe du microbe, et notamment la sécrétion du microbe. Et ils sont meilleurs pour le détecter que pour nous dire comment faire pour l'endiguer. Vous voyez, c'est ça aussi que... Moi, je veux pas... non. Je n'aime pas qu'on critique la production agricole française et agroalimentaire parce que c'est une des plus sûres du monde. Je ne suis pas assez compétent pour le dire, il faut que je voie ma collègue à côté, mais si ce n'est la plus sûre. Vous savez, je vais vous citer quelque chose qui m'a... Comme je m'approche de ma retraite, de temps en temps, j'ai ma mémoire qui me revient. Je vous rappelle une émission d'Élise Lucet, et là je vais rejoindre ma petite aversion contre certains journalistes. Je me rappelle d'une émission d'Élise Lucet qui a parlé de l'usine de Saint-Mamet au sud du Cantal, qui l'a détruite comme c'est pas possible. À l'époque, moi je travaillais à Sodial et ça m'a fait énormément mal. C'est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Et si cette dame est capable de construire la même usine que celle qu'il y a à Saint-Mamet, à côté de Saint-Mamet, mettons au Rouget, comme ça ne sera pas très loin,
de consommer le lait à l'époque où on était en pleine crise laitière, de consommer le lait de plus de 400 agriculteurs du Cantal dans cette région, ben je veux bien qu'elle relève le défi. Parce que, vous voyez, et ça c'est nous, les agriculteurs et agroalimentaires, qui devons défendre nos positions, mais les défendre adroitement. Et moi, je ne suis pas assez adroit, je suis trop sanguin, mais il faut qu'on les défende adroitement, parce que qu'on fasse des très bons produits réservés à une consommation de luxe, qui d'ailleurs, elle est à différents moments de la journée. Moi, je sais très bien que le gars qui est pressé, il ne va pas aller acheter de l'aïeul à midi pour manger. Par contre, s'il se fait plaisir un samedi avec des copains et des amis à table, ça me va bien. On en est tous là. Il y a des moments où on mange très rapide et un plat de pâtes nous suffit, et il y a des moments où on se fait plaisir. Donc, il y a de la place pour tous. Mais ce que moi j'ai au fond de moi envie de vous dire, et surtout le dire aux jeunes, c'est que l'agriculture et l'agroalimentaire français sont d'un très 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 bon niveau. Et nos consommateurs qui parfois... Enfin bon, je m'arrête. Parce que... Yves Soulol, merci pour ce plaidoyer. Il y a deux réactions quand même. Allez-y. Il faut un droit de réponse. Attends, mais justement, juste un point qui est important, la sécurité sanitaire en France, et je suis d'accord, à un haut niveau d'exigence, mais si aujourd'hui la France peut non pas se glorifier d'ailleurs, mais avoir ce niveau d'exigence au niveau de ses industries agroalimentaires et de ses productions agricoles, c'est grâce à la recherche et grâce au maillage qu'il y a eu historiquement en France entre les instituts de recherche, alors je vais en oublier, que ce soit l'INRAE, le CNRS, même l'INSERM, etc., mais pas que. Il y a eu un historique en France de la création du tissu interprofessionnel, et les interprofessions en France sont associées à des instituts techniques. Tout à l'heure, vous avez cité IDEL, mais il y en a plusieurs. Et le maillage en fait du territoire entre une recherche technique, des instituts techniques, des interpros et les grands organismes de recherche, et les liens entre les chercheurs ont permis en fait cette sécurité sanitaire. C'est juste parce que vous avez quand même bien attaqué le monde de la recherche, donc je me permets. Pas plus que les journalistes, non. On a vu pendant la loi du plomb qu'il y a beaucoup de scientifiques et de médecins qui ont tapé sur la loi du plomb en disant c'est pas normal. Moi j'aimerais, alors vous les connaissez plus que nous, qu'ils fassent pareil contre le Mercosur. Parce que le Mercosur, on les a un peu entendus, mais plutôt moins que sur la loi du plomb. Et au final, avec ce qu'a dit M. Souliol sur la sécurité et tout ce qui ressort en France de qualitatif pour protéger nos concitoyens par le sanitaire et le réglementaire, je trouve que, enfin, peut-être qu'ils parlent, mais en tout cas, ils ne sont pas audibles. Moi, je les ai beaucoup moins entendus sur le Mercosur que sur la loi du plomb. Alors, juste avant, les droits de réponse. Véronique a largement répondu. On aurait pu penser qu'elle pourrait être recrutée à l'INRA comme porte-parole. Mais quelqu'un qui a vu la direction scientifique pendant un certain temps de l'agriculture à l'INRA... Oui, pendant longtemps même. On entend ces choses-là quand même. Les chercheurs nous produisent des contraintes et ils ne nous produisent pas de solutions, plus de contraintes que de solutions. Comment on répond à ça? Non, c'est l'interprétation, mais Yves, il a quasiment fait la promotion de la recherche. Donc, effectivement, on ne parlera pas de la loi du plomb, ça pourra faire l'année prochaine, si vous voulez. Il y a beaucoup à dire, je pense, dans tous les sens. Sur le Mercosur, on s'est exprimé, mais les questions qui étaient posées, c'était sur les problématiques d'équilibre global, et avec quand même le problème de la possibilité de mettre en place des barrières douanières non tarifaires qui existent et qui sont parfois utilisées, qu'on peut mobiliser quand on veut. Mais par rapport à la question qui est posée, le rôle de la recherche, et Véronique l'a très bien mobilisé, c'est de produire des connaissances, d'en faire des ressources pour l'innovation, et c'est toujours en lien avec des acteurs. C'est pour ça qu'on donne des fois le sentiment que la recherche ne produit pas d'innovation. Mais heureusement, c'est fait avec les interpros, avec les entreprises, avec les instituts techniques, et puis d'éclairer les politiques publiques. Et un point qui est à souligner, c'est que sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, pendant le temps où l'agriculture évoluait, le niveau de connaissance que l'on a du vivant a incroyablement bougé. Sur la question de la sécurité sanitaire, et effectivement, je suis complètement d'accord avec vous, l'Europe en général et la France en particulier, on a un niveau de sécurité sanitaire qui est exceptionnel,
il faut rien lâcher et il faut l'utiliser comme étant vraiment un discours que l'on porte. On l'a tellement peu raconté que le consommateur considère que c'est un dû et il considère que c'est un dû parce qu'en gros, il choisit pas de manger pour devenir malade. Par contre, il accepte de fumer pour mourir du cancer. C'est une réalité, mais pour revenir à la question agricole, on arrive à faire ça. Mais le niveau de progression de la connaissance fait que, par exemple, le passage d'une microbiologie à l'analyse du microbiote fait que par rapport aux questions sanitaires sur les fromages, on a fondamentalement changé de regard sur la façon de gérer la fermentation et de gérer la qualité sanitaire. Et on doit continuer, et moi je suis un avocat, évidemment, de par ma position, mais on doit continuer à explorer et à produire de la connaissance, même si à certains moments elle nous dérange. Vous avez mentionné le bien-être animal, et effectivement, le bien-être animal est une réalité aujourd'hui. Et il est utilisé partout, et il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la question sur le bien-être animal a beaucoup changé dès qu'en 2009-2010, on arrive à montrer que l'animal est conscient. Ça change fondamentalement la question. Et donc, on doit continuer à explorer ça, et ce n'est pas que des sciences biologiques, hein, c'est des sciences, c'est de l'éthologie, des tas de choses comme ça. Et on doit continuer en permanence à produire de la connaissance, à assurer le lien, et INRA, on y tient vraiment à faire le lien en professionnel, et aussi à faire le lien en politique publique. C'est autour de tout ça qu'il faut travailler. Et je redis, c'est mon dada, mais je pense qu'il faut qu'on arrive ensemble à réfléchir où on veut aller. Parce que quand Jean propose de réfléchir au progrès, en fait, le progrès, c'est la vitesse de déplacement vers l'horizon que l'on a. Dès lors qu'on n'a plus d'horizon, on ne peut plus mesurer de progrès. Et je pense que si on dit pendant les 30 glorieuses, on a eu un progrès majeur, c'est parce que globalement, toute la société avait le même point de visée. Aujourd'hui, et vous l'avez beaucoup mentionné, et de façon extrêmement pertinente, s'il y a parfois des interrogations de la part du consommateur vis-à-vis du producteur, c'est parce que, compte fait, à un moment donné, il ne partage plus le même point d'horizon. Et je pense qu'il faut des exemples, et il y a beaucoup d'exemples absolument remarquables qui ont été montrés, où on peut raconter une histoire, un futur désirable, qui est, dès lors qu'on a un futur désirable, on retrouve une métrique de progrès. Merci. Je voulais juste vous dire que je ne mettais pas l'INRA dans le même panier que la DGAL, mais on en parlera tout à l'heure. La DGL fait de la recherche maintenant. Au niveau des toxi-infections alimentaires, et vous y êtes dans la majorité des cas pour rien du tout. C'est souvent le mode de conservation, les conserves qui sont faites par les particuliers, et également des germes non pathogènes qu'on porte sur l'organisme pour une raison X ou Y qui n'a rien à voir avec l'alimentation qui devient pathogène. Donc soyez rassurés, on vous croit aisément parce que vous êtes responsable dans ces toxi-infections alimentaires. On en parle beaucoup, c'est toujours pareil, on revient sur le truc, mais vous y êtes souvent pour rien. C'est le hasard ou la mauvaise conservation, hein, souvent. Hein. Alors, moi je voudrais remercier tout le monde au nom de l'organisation. Il y a des traites, il y a des gens qui ont pris la bagnole ce matin, bonne heure, qui vont la prendre pour rentrer ce soir. Merci. Merci pour ceux qui sont partis. Hein. Les jeunes, voilà, ils sont étudiants, il y a des horaires, les bus, machin. C'est important ce qu'on a fait. Merci.